Bonjour et bienvenue dans votre programme d'auto-coaching dédié à la confiance en soi. Cette vidéo met à votre disposition un exercice de coaching à la fois simple, mais dont les retombées positives peuvent profondément changer votre rapport à l'autre. Elle vise à améliorer vos relations avec les personnes qui vous entourent en vous aidant à vous affirmer davantage. Et elle vise à vous alléger toutes ces tâches qui ont tendance à s'accumuler pour vous, que ce soit au travail ou à la maison. Ici, il s'agit d'être plus à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de soi, de considérer vos émotions en leur donnant une place, une oreille attentive. Il s'agit d'instaurer et de maintenir une relation équilibrée d'égal à égal avec vos interlocuteurs en assumant uniquement la part de responsabilité qui vous incombe, c'est-à-dire en apprenant à poser vos limites. Et puis ici, s'il est question de cesser de vous rajouter sans cesse des choses à faire, qui dans le fond ne sont pas les vôtres, à force de dire toujours oui sans jamais considérer la possibilité de dire non, ou parce que vous avez encore du mal à dire non quand c'est non, alors il s'agit aussi ici de vivre plus léger ou plus légère, en vous affirmant, mais vous allez voir, en vous affirmant pour de bonnes raisons et de la bonne manière. Cet outil consiste en la lecture et la réflexion autour de différentes citations qu'on appelle les citations des limites aidantes. Avant de nous lancer plus avant dans l'exploration des vertus qu'il y a à lire et relire ces citations qui sont là pour vous aider à poser vos limites aidantes, pour vous aider à dire non, je voudrais de nouveau prendre un temps pour nous interroger sur la plus-value et les limites justement de cette démarche d'auto-coaching dans laquelle vous vous engagez en visionnant cette vidéo. Ce qui fait toute la plus-value des séances de coaching que j'ai avec mes coachés, c'est ma posture de miroir positif. Je suis un miroir positif. Je vais vous renvoyer vos paroles, je vais vous renvoyer vos images, je vais vous renvoyer vos comportements, de manière à ce que vous puissiez vous en saisir ou non. Parfois, j'aurais peut-être l'impression de poser une question brillante, ça ne voudra rien dire pour vous, je serai à côté de la plaque, ça arrive, c'est pas grave. L'important, c'est quand même de temps en temps, je pose la bonne question. Peut-être d'ailleurs que d'autres fois, j'aurais l'impression de vous poser une question qui, pour moi, va davantage de soi, mais pour vous, ça voudra dire quelque chose. Ah oui, pop, tilt, je comprends un truc, je pige. L'important, effectivement, c'est que j'arrive de temps en temps à poser des questions qui font mouche, et l'important, c'est que mon travail, c'est par la reformulation ou par le questionnement, de déplacer ce miroir positif tout autour des situations que vous rencontrez, de manière à ce que vous puissiez choisir l'angle de vue qui est le plus aidant pour vous. Vous n'ayez plus seulement celui-ci ou celui-là à disposition, mais tout un tas d'autres. Quand, par exemple, on regarde là, ça bloque, ça passe pas. Ah oui, vraiment? Ça bloque encore? C'est ça mon travail de coach. Le coach, il fait des recadrages. Par mes reformulations, par mon questionnement, je vous invite, un peu comme ferait un photographe, à regarder la même réalité, peut-être même potentiellement le même modèle, mais à plus voir tout à fait la même chose. On fait un pas de côté, on change d'éclairage. Mon travail, c'est de vous aider à élargir la vision que vous avez de votre situation actuelle. En coaching, on adopte une vision systémique. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas tant que ça aux causes et aux effets, mais qu'on se concentre sur comment ça marche pour vous aujourd'hui dans votre écosystème personnel. Que ce soit avec les personnes que vous, avec lesquelles vous échangez, mais que ce soit aussi le système dont vous êtes le produit. On regarde comment ça marche pour vous. Ok, ça marche comme ça. Quand j'appuie là, il se passe ça. Quand j'appuie là, il se passe ça. Ok, ça marche comme ça pour vous aujourd'hui. Je ne dis pas que toute la chaîne de cause à effet qui fait que ça marche comme ça, c'est pas intéressant. On en parle durant nos séances de coaching. Peut-être que ce qui est le plus important lorsqu'on est justement dans une démarche d'accompagnement vers un objectif, c'est de savoir qu'aujourd'hui ça marche comme ça et que demain vous voudriez que ça marche comme ça. Donc, je ne dis pas que cette chaîne causale euh, n'est pas intéressante à questionner. Ce que je dis, c'est que savoir comment elle s'est mise en place dans le temps, ça c'est vraiment l'affaire du psy. Le coach n'est pas un psy. En revanche, en coaching, on sait, on comprend au fur et à mesure de nos séances, dans une démarche d'introspection, que ça marche comme ça pour vous aujourd'hui et on réfléchit à comment faire pour que demain ça marche différemment. En coaching, on essaye de changer de comportement. Le coaching, on l'a dit, c'est une approche systémique. C'est-à-dire qu'en coaching, ce qui compte, c'est que vous êtes à la fois le produit d'un système et que vous êtes pris dans un écosystème de relations humaines notamment complexes. En coaching, on aborde les choses sous l'angle de la complexité. Ça ne veut pas dire du tout que les solutions à vos problématiques ne sont pas simples, souvent en elles-mêmes. Ça veut dire qu'on ne cherche pas
à regarder les choses comme si elles étaient mécaniques, comme si elles n'avaient qu'une seule solution, une solution qui serait parfaite, complète, mais qu'on les aborde dans toute leur complexité, sous l'angle de la complexité. Complexus en latin, ça veut dire tissu, tisser ensemble. Hein. Si vous démontez un moteur de voiture thermique, il y a 450 pièces dedans, à peu près. C'est compliqué, vous allez y passer du temps, mais il y a une bonne solution pour le remonter. C'est mécanique. Et ensuite, le moteur remarchera. Mais si vous tirez sur le fil d'un morceau de tissu et que vous le défaites complètement, même si vous le repassez dans le même métier à tisser, vous n'obtiendrez plus exactement le même morceau de tissu. Tout sera plus tout à fait à la même place. Ce sera plus tout à fait le même morceau de tissu. C'est complexe. Il n'y a pas qu'une seule bonne solution. Il y a des solutions et des solutions meilleures que d'autres. Eh bien, en coaching, on considère davantage, comme dans ce deuxième cas, qu'à tout problème, il y a des solutions et des solutions meilleures que d'autres. Alors, soit dit en passant, ça réduit énormément le risque de vous planter, de faire le mauvais choix, puisqu'il y en a plein des choix de potentiellement bons. En coaching, on considère que vous évoluez au quotidien dans tout un tas de systèmes complexes. Et pour que vous touchiez du doigt ce qui fait la puissance du coaching, en quoi c'est si important que vous puissiez bénéficier de mon regard extérieur tout au long de nos séances, je vous propose de faire ici appel à un grand mathématicien. Ce grand mathématicien, c'est Kurt Gödel. Pour replacer qui est Gödel, au-delà du fait que je dirais que c'est un logicien qui construisait des raisonnements logiques et qu'il travaillait sur les systèmes complexes, je vous dirais qu'Einstein était un de ses amis et qu'il disait après la guerre que s'il poursuivait ses recherches à l'université de Princeton aux États-Unis, c'est que Gödel y était également. C'est dire l'importance qu'Einstein donnait aux travaux de Gödel. Un système, c'est un ensemble complexe d'interactions entre les différents éléments qu'il compose et qui tend à se maintenir dans un état stable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle là l'homéostasie d'un système, le fait que tout système tend à se maintenir dans son état, par exemple, à se stabiliser. Par exemple, en ce qui concerne le corps humain, la régulation de la température corporelle le maintient dans un état stable proche de 37 degrés Celsius. Eh bien, au début des années 30, Gödel a établi des théorèmes dits d'incomplétude, des théorèmes d'incomplétude qui disent deux choses. Première chose, que toute appréhension d'un système suffisamment complexe, c'est le cas de votre écosystème personnel par exemple, si elle est complète, elle est incohérente. Et deuxième chose, si cette appréhension d'un système complexe est cohérente, alors elle est forcément incomplète. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vulgarise. Lorsque l'on fait partie d'un système, on ne peut pas l'appréhender dans sa totalité. On ne peut pas le comprendre complètement de l'intérieur. Au mieux, on peut élargir la vision qu'on en a. Au mieux, vous pouvez élargir la vision que vous avez de votre situation personnelle. Et c'est là que le regard extérieur d'un coach vous aide. C'est parce que je suis complètement différent de vous, parce que je suis un autre, et parce que je suis extérieur à votre écosystème, que je peux d'autant mieux vous aider à l'embrasser plus largement du regard, en vous renvoyant le reflet positif dont je vous parlais à l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour votre auto-coaching, celui dans lequel vous vous lancez en visionnant cette vidéo? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous affranchir d'un regard extérieur sur votre situation personnelle, du regard d'un coach professionnel par exemple, pour prendre conscience de manière décisive de comment le monde fonctionne pour vous. Rien ne remplacera un coaching complet avec moi. En revanche, vous pouvez commencer le travail par vous-même, et c'est bien l'objet de ces vidéos d'auto-coaching, en réalisant des exercices simples mais bien pensés, qui favorisent une démarche d'introspection, je dirais que c'est même là une démarche d'auto-réflexion, qui favorise le fait que vous parveniez à élargir déjà significativement le regard que vous portez sur votre réalité. En réfléchissant sur les citations des limites aidantes que je vais vous inviter à lire et à relire, ou parfois même en vous les répétant comme des mantras, vous serez déjà en train de prendre du recul de manière avisée sur vous-même, sur votre entourage et sur votre environnement. L'auto-coaching, ça vise à commencer à élargir votre vision de vous-même et de comment vous interagissez avec vos proches, vos collègues et plus globalement avec le monde qui vous entoure pour que vous compreniez certaines choses, que vous ayez des prises de conscience, que vous commenciez à voir les choses différemment et donc que vous commenciez déjà à vous comporter, à agir différemment. L'auto-coaching, ça favorise vraiment un changement de comportement vertueux de votre part.
Ça fait pas tout, mais c'est déjà beaucoup. Pour tirer au mieux parti de la lecture et de la relecture des citations des limites aidantes, il me semble intéressant de vous familiariser au préalable avec une des clés de lecture à laquelle il est possible de se référer lorsqu'on aborde le thème de la communication. Cette clé, c'est un concept de psychologie, et si le coaching se distingue très clairement de la psychologie par le fait qu'il occasionne systématiquement une mise en action de votre part, il s'appuie sur un certain nombre de principes de psychologie appliqués, et en coaching, on peut même parfois être amené à s'appuyer sur des outils de psy. C'est le cas ici. Je vous propose de parler de l'analyse transactionnelle, qu'on appelle aussi l'AT. Hein. L'analyse transactionnelle, elle consiste à regarder les échanges relationnels que vous avez en postulant que vous, comme votre interlocuteur, un proche ou un collègue par exemple, vous adoptez chacun une posture. Alors le psychiatre et psychanalyste canadien Eric Berne, qui est le père de ce concept d'analyse transactionnelle, parlait même d'état de moi, de différents états du moi. Disons en tout cas une posture plus ou moins consciente. En situation de communiquer, vous adoptez une posture, un état du moi parmi les trois suivants, la posture du parent, la posture de l'adulte et potentiellement la posture de l'enfant. Alors on pourrait définir très précisément les comportements associés à ces trois états du moi, mais peut-être que les termes enfant, parent et adulte parlent déjà d'eux-mêmes. Ce sur quoi l'on peut insister en revanche, c'est que nous aurions donc tendance à communiquer en nous positionnant soit en tant que parent, en considérant que l'autre est notre enfant, d'accord, soit d'adulte à adulte, soit en prenant la place de l'enfant et donc en faisant de l'autre notre parent. Comme toute théorie, et c'est un des piliers du coaching que d'avoir sans cesse à l'esprit que la théorie c'est moins complexe que la réalité, l'analyse transactionnelle est sans doute une manière simplifiée d'appréhender la réalité de nos relations. Cependant, en tant que clé de lecture, elle peut être intéressante pour comprendre pourquoi parfois nous avons tendance à endosser la totale responsabilité de la relation lorsque nous nous positionnons par exemple en tant que parents, ou pour quelles raisons d'autres fois on a tendance à nous dédouaner complètement, hein, à nous déresponsabiliser complètement en nous positionnant face à l'autre comme un petit enfant. Ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver ce qui pourrait nous aider à entretenir une relation équilibrée avec l'autre. Une relation où les responsabilités sont partagées à 50-50. Hein. On dirait, en analyse transactionnelle, une relation d'adulte à adulte. Le but de cet exercice de coaching relatif aux situations des limites aidantes, c'est de vous aider à prendre confiance en vous mettant plus facilement en situation de poser vos limites, limites que l'on dit aidantes en coaching, en sens qu'elles vous facilitent la tâche plutôt qu'elles ne vous la compliquent. Mais ça veut dire quoi au juste poser ses limites? Ou plutôt, comment on fait ça? Comment on pose ses limites à l'autre pour qu'il ne vienne pas nous marcher sur les pieds? J'ai coutume, lorsque j'aborde cette question en séance avec les personnes que je coach, de prendre l'exemple d'un film culte, un très grand film, que je veux parler de Dirty Dancing. Il faut savoir que je fais partie d'une génération qui a été biberonnée aux aventures de Johnny, alias Patrick Swayze, qui d'ailleurs était un danseur de formation, et de Bébé, une jeune femme plutôt introvertie qui découvre l'espace d'un été, l'expression corporelle au travers de la danse, qui se libère et puis qui se révèle en tant que femme en même temps que sa sensualité s'éveille. Bon, on soit d'accord, c'est sans doute pas le meilleur film de l'histoire du cinéma, mais c'est un film culte et en cela, c'est un lieu commun qui peut nous servir d'exemple. Je pense à cette scène où Bébé dit à Johnny, Patrick Swayze, allons, ça c'est mon espace et ça c'est ton espace. Pour resituer la scène, Johnny est un danseur aguerri et il apprend à danser à Bébé depuis quelques jours. Au début, elle avait du mal à prendre les pas et donc elle lui marchait sans arrêt sur ses pieds à lui. Et là, ils ont commencé à flirter un peu et alors qu'ils sont en pleine répétition, Johnny veut venir embrasser Bébé pendant qu'ils sont en train de danser. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle lui répète ces mots qu'il lui a déjà plusieurs fois dit auparavant, mais cette fois, elle le fait dans un jeu de séduction. Ah non, ça c'est mon espace et ça c'est ton espace. Il y a d'autres moments où elle serait ravie que Johnny rentre dans son espace, mais là, c'est pas le moment. Elle lui dit non. Eh bien, c'est ça, poser ses limites aidantes. Poser ses limites aidantes, c'est dire non. C'est marquer à l'autre qu'une frontière a été ou serait franchie.
c'est l'inviter à respecter notre espace, ce qui nous appartient. C'est dire aïe quand on a le sentiment qu'on nous marche sur les pieds, c'est refuser que l'on vienne marcher sur nos plates-bandes. Alors oui, mais comment on sait que c'est non, me direz-vous? Eh bien, quelque part, on ne le sait pas. Par contre, on le sent, on le ressent. D'où l'importance d'être à l'écoute de soi et de se fier à ce qu'on ressent. Il s'agit ici de donner une vraie place à notre intuition, de la considérer, de l'écouter, et même quelque part, de la faire entendre à l'autre. Je le sens pas. C'est non. Je ne dis pas forcément non à toi, mais je dis non à ça, et je dis non à ça maintenant, dans cette situation précise. Peut-être qu'hier, dans la même situation, c'était oui, mais aujourd'hui, c'est non. Tout l'enjeu, c'est de parvenir à dire non d'une bonne manière, d'une façon à la fois ferme et qui soit audible par l'autre. Et les citations des limites Adam que je vais vous inviter à lire et à relire, et sur lesquelles je vais vous inviter à méditer, sont là pour vous y aider. Pour vous aider à dire non en vous respectant vous et en respectant l'autre, en respectant également la personne à qui vous dites non. Voici donc les citations sur lesquelles je vous propose de travailler. Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Ou encore, oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même. Ces deux premières citations sont de Jacques Salomé, qui est un psychosociologue de renom. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même, qui répertorie tout un tas d'autosabotages qu'on a tendance à jouer dans nos vies. Alors, je peux vous inviter à lire ce livre. Vous vous reconnaîtrez forcément dans la plupart de ces autosabotages, mais ça vous aidera déjà à en prendre conscience et peut-être même, qui sait, à commencer à les déjouer. Pour ce qui est de ces premières citations, vous pouvez en choisir une comme un mantra à vous répéter régulièrement dans votre journée, dans les jours à venir. Que ce soit devant votre glace le matin ou dans votre tête tout au long de la semaine qui vient. Et puis, vous pouvez également lire et relire d'autres citations qui vous aideront à poser vos limites et à dire non lorsque vous sentez que c'est non. Lorsque je pose des limites, je ne subis plus les autres, je suis en cohérence avec moi-même, je me respecte. L'autre va jusqu'où je le laisse aller. Dans les domaines où je suis au clair, l'autre ne pénètre pas, sauf si je lui autorise. Je suis le premier responsable de ma vie et du résultat que j'obtiens pour la part qui m'incombe. L'exercice que je vous propose consiste à choisir une de ces citations, celle qui vous parle le plus, et de suivre ce protocole. 1. Vous lisez et vous relisez la citation délimitée d'Ante que vous avez choisie plusieurs fois dans les jours à venir. Deuxièmement, réfléchissez-y et laissez infuser. Laissez le soluté précipiter au fond du tube à essai, comme lors des cours de chimie que vous aviez au collège ou au lycée. Troisièmement, lorsque vous vous sentez prêt, prenez une feuille et écrivez. Couchez sur le papier les réflexions que vous inspire cette citation. Il n'est pas question de faire lire ce que vous avez écrit à qui que ce soit, mais l'acte d'écrire ici vous aidera à mettre au propre votre pensée, à formaliser les intuitions que vous aurez eues en laissant infuser dans les jours précédents. Je dis souvent que l'exploration fait déjà bouger les lignes, et les prises de conscience relatives à la lecture et à la relecture de ces citations-là vous aideront déjà à voir différemment la réalité de vos relations interpersonnelles. Elles provoqueront sans doute déjà des changements de comportement de votre part. Vous allez commencer à agir différemment, ne serait-ce que parce que la question de dire non sera désormais dans votre champ de vision au quotidien. Et puis quatrième point, vous vous souvenez, le coaching c'est pour faire quelque chose. Il s'agit donc ici de déterminer un mini plan d'action pour vous mettre à agir en fonction de vos réflexions. Choisissez 3, 4, 5 petites actions du quotidien, des petites choses, de préférence répétitives. Si c'est du one shot, c'est pas grave. Et auxquelles vous donnerez des dates butoirs. Je vais faire telle action jusqu'à telle date, celle-ci jusqu'à telle autre, etc. Ou si c'est une action à faire en une fois, je vais la faire tel jour. L'important, c'est que ce mini plan d'action s'étale sur un temps court, sur une semaine, 10 jours maximum, allez, 15 jours, grand maximum. Et qu'une fois que vous aurez terminé ces actions, vous preniez le temps de les débriefer à l'écrit en vous demandant ce que ça vous a apporté de positif de les faire.
pour les actions que vous choisirez, restez attentif à ce qu'elles soient formulées de manière positive. Parce que souvent, vous allez avoir tendance à noter ne pas faire ça, ou ne plus faire ceci, ou encore arrêter de faire ceci ou cela. Votre cerveau ne sait pas ne pas faire. La nature a horreur du vide et si vous voulez arrêter un comportement, vous allez avoir tendance à combler le vide que ça laisse par le comportement que vous aviez avant. De ce fait, c'est important que vous retourniez la formulation de votre action en quelque chose de positif. Arrêtez de faire ça ou ne plus faire ça, ça veut dire faire quoi en réalité? Quand on le formule de manière positive, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais faire différemment? Vous connaissez donc désormais cet exercice des citations des limites aidantes. Vous les connaissez et vous savez comment les exploiter. Il est ici question de changer votre regard sur la relation que vous entretenez à l'autre. Ces citations agissent en quelque sorte comme des lunettes que vous porteriez pour la première fois ou que vous repositionneriez sur votre nez après un certain temps et qui vous aideraient à voir le monde en 3D, à percevoir beaucoup plus finement votre rapport à l'autre et comment vous positionnez vis-à-vis de lui. Cet exercice, comme tous les outils d'auto-coaching que je vous propose au travers de ces vidéos, est très simple à mettre en œuvre, mais je vois régulièrement auprès de mes coachés que les bénéfices que vous pouvez en retirer sont nombreux. Faire cet exercice avec conviction, c'est se donner l'opportunité d'amorcer un cercle vertueux, propice à ce que vous preniez petit à petit beaucoup plus confiance en vous. Avant de détailler les bénéfices de cet exercice d'auto-coaching centré sur les citations des limites aidantes, j'aimerais compléter la liste des citations à votre disposition avec une dernière, que j'affectionne particulièrement. Poser ses limites, c'est se respecter soi-même, tout en respectant l'autre, en lui laissant sa part de responsabilité. A contrario, lorsque l'autre nous impose clairement ses limites, nous gardons notre part de responsabilité et de libre arbitre par rapport à lui. Je vous propose peut-être de mettre cette vidéo en pause pour relire plusieurs fois cette citation parce qu'elle n'est pas simple, et puis on va la décortiquer ensemble. Poser ses limites, c'est se respecter soi-même. J'ai envie de dire, jusqu'ici tout va bien, c'est clair, on est à peu près tous d'accord, à ceci près que comment on pose ses limites à quelqu'un d'autre, dans la pratique, hein, en lui disant non, on est d'accord. Poser ses limites, c'est se respecter soi-même. Oui, mais c'est facile à faire, ça. Sans doute qu'on ne serait pas là si c'était vraiment le cas, si c'était si facile que ça à faire. Donc, poser ses limites, dire non, pour nombre d'entre nous, hein, c'est pas si facile à faire. On ne veut pas déranger, par exemple, on ne veut pas faire de vagues, pas être désagréable pour l'autre, on veut qu'il nous aime, ou même ne pas provoquer un conflit. Alors, tout le reste de cette citation est là pour nous aider à les poser nos limites, pour nous aider à dire non. Tout en respectant l'autre, en lui laissant sa part de responsabilité. Dire non à l'autre, ça serait le respecter. Pas évident au premier abord. Alors, on va se concentrer sur cette question de responsabilité. Quand vous dites oui, alors que vous pensez ou vous ressentez non, qui prend 100% de la responsabilité de la relation sur ses épaules? Eh bien, c'est vous. Quand vous dites oui au lieu de dire non, vous endossez toute la responsabilité à cet instant de la relation que vous entretenez avec la personne qui vous a demandé quelque chose. Et c'est là que je vous propose de faire appel à l'analyse transactionnelle dont on a parlé il y a quelques minutes, euh, qui a, et justement d'ailleurs, 100% de la responsabilité dans la relation à l'autre. C'est l'enfant? C'est l'adulte? Ou bien c'est le parent? On est d'accord, c'est le parent. Lorsque vous dites oui alors que vous pensez non, vous prenez 100% de la responsabilité de la relation sur vos épaules. Et combien il en reste de part de responsabilité pour l'autre? Il y en reste zéro, comme à un enfant. Mine de rien, lorsque vous dites oui au lieu de non, vous considérez l'autre comme un enfant incapable de faire preuve d'empathie à votre égard et de comprendre votre non. Vous déséquilibrez la relation entre vous en votre faveur. Une relation équilibrée, c'est quand la responsabilité est partagée à part égale, quand on est à 50-50. Et là, d'un coup, c'est plus le cas. Eh bien, on pourrait même aller plus loin, à bien y réfléchir. Alors même qu'en disant oui quand vous pensiez non, vous aviez le sentiment de vous mettre en situation de faiblesse par rapport à l'autre. Qui prend insidieusement le pouvoir
dans la relation. Parce qu'en disant oui, sans même que l'autre sache que c'était non, eh bien vous créez une dette chez l'autre. Vous le rendez redevable. Il devient pour vous titulaire d'une dette dont il n'est même pas au courant. À vos yeux, il vous doit quelque chose. Et la prochaine fois que vous allez lui demander quelque chose, il n'a pas intérêt à vous dire non, sinon vous saurez quoi lui dire. Comment? Tu me réponds non à moi après tous les efforts que j'ai faits pour toi sans même que tu saches que je les faisais? Bon, mine de rien, avec un simple oui au lieu d'un non, c'est-à-dire en adoptant une apparente position de faiblesse pour vous-même, vous pourriez bien prendre le pouvoir dans la relation et vous mettre en position de faire du chantage affectif à la personne qui est en face de vous et qui, elle, n'y est absolument pour rien. Attention, entendez bien, je ne suis pas du tout en train de dire euh, que dire oui quand on pense non, c'est faire de la manipulation. Parce que c'est pas conscient et que la manipulation, c'est faire euh, à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Mais quand même, dire oui quand vous ressentez non, c'est créer un sacré déséquilibre dans la relation et c'est même potentiellement la mettre en péril à terme. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer si vous dites non quand c'est non? On est d'accord qu'il n'est pas question de dire non quand c'est oui. Qu'est-ce que l'autre peut répondre à votre non? Eh bien, il peut répondre oui, ok, je vais demander à quelqu'un d'autre, et c'est ce qui se passe d'ailleurs la plupart du temps. Ou il peut répondre non à votre non et il peut vous demander des explications. Et s'il vous demande des explications, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous allez discuter, vous allez vous rencontrer pour de bon. Quand on se dit oui, on glisse l'un sur l'autre. On ne se rencontre pas vraiment. Au début d'un couple, par exemple, on se dit oui à tout, c'est de la chimie, hein, c'est hormonal, on finit même les phrases l'un l'autre, on a l'illusion de fusionner, de n'être plus qu'une seule et même personne. Eh bien, certains philosophes de la rencontre pourraient dire qu'un couple, ça commence quand on se dit non pour la première fois. Généralement, c'est après quelques mois, il y en a un des deux qui dit non sur un sujet X ou Y, et c'est là qu'il y a une vraie rencontre. C'est là que l'altérité se manifeste, parce qu'on n'est pas pareil les uns les autres. C'est abyssal à quel point, dans le fond, on est différents les uns les autres. Et dire non, c'est donner à voir votre différence à l'autre. Dire non, j'ai coutume de dire que c'est faire le cadeau de soi à l'autre. Vous lui montrez que vous êtes différent. Si lui vous a demandé cette chose-là, hein, c'est sans doute que lui, il aurait dit oui, mais vous n'êtes pas lui, et vous le lui signifiez. À ce moment-là, on rentre dans une discussion, on se rencontre, on confronte nos points de vue, on argumente, on négocie. Ça, c'est ce que vous pouvez accepter. Et puis ça, c'est ce que l'autre, hein, souhaite. Et on cherche une zone d'accord possible. On cherche un compromis. Et très souvent, on le trouve. Si on ne trouve pas de compromis, s'il n'y a pas de zone d'accord possible, le désaccord subsiste. Il est entériné. On n'est pas d'accord. On n'a pas trouvé de solution. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut bien arriver? Deux possibilités. Soit il y a une rupture de la discussion, ou même dans les cas extrêmes, si c'est un sujet trop brûlant, une rupture de la relation. Soit, oui, certes, il y a un conflit. Mais vous avez vu tout ce qu'il y a avant d'en arriver au conflit. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il y a un côté positif au conflit vis-à-vis du devenir de la relation. C'est qu'au moins l'un, l'autre ou les deux ne sont pas prêts à ce que la relation se termine, quitte à ce que la relation soit maintenue dans la haine, par exemple. Vous voyez ici comment, à partir d'une simple citation, on peut aller très loin dans la réflexion. Pour en finir avec cette citation qui est en fait un miroir, a contrario, lorsque l'autre nous impose ses limites, lorsqu'il nous dit non, nous gardons notre part de responsabilité et de libre arbitre par rapport à lui. Pour faire simple, quand quelqu'un nous dit non, on n'est pas obligé d'accepter son non, on n'est pas obligé de répondre oui à son non, et on peut déclencher la discussion si on n'est pas en phase. Alors après avoir mis tout ça à plat, quel bénéfice peut-on tirer de ce travail de réflexion sur les citations délimitantes que je vous propose de poursuivre par vous-même dans les jours à venir? Parmi les nombreux bénéfices potentiels de la réalisation de cet exercice d'auto-coaching relatif aux citations délimitantes, on peut se focaliser sur le fait qu'il pourrait bien vous aider à mieux vous écouter, à mieux distinguer les situations où manifestement vous ne le sentez pas, les situations où pour vous, c'est pas OK.
Il vous permet de prendre du recul vis-à-vis de vos relations avec vos proches et vos collègues, de vous questionner et de prendre du recul sur votre rapport à l'autre. Et puis ce travail de réflexion sur vos limites aidantes pourrait bien également vous aider à poser vos limites lorsqu'il y a lieu de le faire, de vous permettre de progresser lorsqu'il s'agit d'apprendre tout simplement à dire non. Au final, cet exercice d'auto-coaching contribue à vous permettre de développer votre confiance en vous, en cela qu'il vous permet de vous positionner plus facilement face aux autres, qu'il vous aide à trouver votre place et à l'occuper en étant tout simplement, authentiquement vous-même. Dire non, c'est déjà vous faire confiance sur le fait que manifestement à ce moment-là, pour vous, c'est non. Vous faire confiance sur le fait que vous ne le sentez pas. En résumé, si l'auto-coaching ne vous offre pas le bénéfice d'un regard extérieur sur votre situation personnelle ou votre situation professionnelle, ainsi que sur vous-même, il peut déjà commencer à faire bouger les lignes, en cela qu'il est une démarche d'auto-réflexion où il s'agit pour vous de vous regarder le plus objectivement possible dans le miroir, tout en gardant en conscience que c'est impossible pour vous d'endosser un regard complètement extérieur à votre système. C'est une démarche qui peut s'avérer fructueuse, à condition qu'elle soit empreinte d'une certaine humilité, que vous restiez tout à fait conscient de ces limites. L'analyse transactionnelle peut vous aider à relire vos relations avec vos proches et vos collègues sous un angle différent. Parvenez-vous toujours à vous comporter en adulte avec votre entourage et considérez-vous également cet entourage comme adulte lorsque vous interagissez avec lui? Vous pouvez, en adulte responsable, poser vos limites en vous concentrant sur le fait de dire non quand c'est non. Et pour apprendre à dire non plus facilement, lorsque ça vous est encore difficile, vous pouvez relire régulièrement les citations des limites aidantes que nous avons vues ensemble, parce qu'elles peuvent notamment agir pour vous comme des mantras. Dire non, c'est vous respecter vous-même. Et c'est déjà beaucoup, mais dire non, c'est aussi respecter l'autre, en le considérant comme un adulte responsable, capable de comprendre votre non. Dire non quand c'est non, c'est vous donner l'opportunité d'équilibrer vos relations, c'est offrir l'opportunité à l'autre de vous rencontrer vraiment et vous offrir à vous-même l'opportunité de belles rencontres authentiques en prenant conscience d'à quel point l'autre est autre pour vous et d'à quel point vous êtes autre pour l'autre. Dire non, c'est révéler votre singularité, votre altérité et donner de la place à celle de l'autre. Deux mots à retenir, deux mots qui se complètent bien, subjectivité et empathie. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et qu'elle vous aidera à poser vos limites aidantes pour prendre confiance en vous. Si vous êtes convaincu par mon approche de coach, n'hésitez pas à en visionner d'autres pour continuer à vous auto-coacher ou à réserver votre séance d'1 heure de coaching offerte avec moi en cliquant sur le bouton qui s'affiche ici en bas. À très bientôt pour de nouvelles aventures faites de confiance, d'engagement et d'accomplissement.